Ça y est, ça commence. Vous avez de la chance, on commence à l'heure. Hein. Les avions décollent toujours à l'heure. Bon, ce soir, on va aborder un sujet un petit peu différent. C'est l'habitat de demain. Et pour connaître l'habitat de demain, on fait appel à ceux qui savent, hein, comme toujours. C'est pas la peine d'aller chercher. Ne se trouve pas. On a fait appel à Saint-Gobain. On a des champions nationaux. On en a beaucoup. Et on n'en parle jamais assez. On parle toujours de ce qui ne va pas, hein, les Champs-Élysées en ce moment, par exemple. Mais il n'y a pas que les Champs-Élysées, il y a aussi des champions nationaux qui marchent très très bien. Donc je vais laisser la parole à ceux qui savent. D'abord la parole à Gwenola, voilà, pour elevate yourself. Alors nous, on sait faire ça avec les avions, mais il y a aussi beaucoup de sujets à venir. Je vous cède la parole. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'introduire cette conférence qui s'annonce passionnante, inspirante et qui va ce soir nous amener dans l'espace et notamment vers Mars. Alors, chez Saint-Gobain, on a des collaborateurs et des équipes qui chaque jour travaillent sur la création, l'invention des matériaux et des solutions qui vont nous permettre d'inventer l'habitat de demain en combinant deux aspects, deux dimensions, le confort individuel qui est important, c'est très important de se sentir bien quand on est chez soi, quand on est au travail, quand on est à l'école, quand on va dans un conservatoire, mais aussi en préservant l'avenir de tous parce qu'aujourd'hui, l'habitat, la construction, c'est un secteur qui consomme énormément d'énergie et donc nous, on essaye au quotidien avec nos équipes de professionnels, de chercheurs, d'inventer des matériaux qui vont nous permettre de construire des bâtiments qui nous aideront à préserver l'énergie de notre planète. Alors chez Saint-Gobain, on ne fait pas que ça. On travaille aussi sur la création de matériaux et de solutions de haute performance. Et parfois, ces matériaux-là, on peut les retrouver aussi dans l'espace. Alors, par exemple, on fabrique des cockpits d'avions, le vitrage qui permet de fabriquer les cockpits, mais on fabrique aussi parfois des choses encore plus pointues. On a par exemple une activité qui s'appelle Cristaux et détecteurs et qui a développé une solution qui a contribué à fabriquer le robot Curiosity, qui est un des robots à s'être posé sur la planète Mars. Alors depuis, on a le robot InSight. Alors, je ne sais pas si c'est un robot d'ailleurs, mais je ne suis pas experte, mais qui s'est posé, qui continue l'exploration de cette planète, donc qui s'est posé sur Mars il y a quelques jours. Et puis pendant ce temps-là, on a aussi des candidats finalistes d'un projet un peu fou qui s'appelle Mars One. Et ces candidats se préparent. S'apprêtent collectivement à coloniser cette planète qui n'a encore jamais été habitée. Alors la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que demain l'habitat du futur sera sur Mars ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, un mouvement interne qui fait qu'on a envie de se réinventer au point d'accepter un aller vers une planète sans en accepter le retour ? Est-ce que demain, Saint-Gobain construira des matériaux et des solutions qui permettront de créer un habitat sur Mars ? C'est toutes ces questions qu'on va aborder ce soir avec Jérémy, que j'ai l'immense honneur d'accueillir à mes côtés. Merci beaucoup, Gwenola. Merci à tous, merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Il y a 5 minutes, il y avait une ambiance qui ressemblait à la mission de contrôle d'InSight juste après l'atterrissage ici. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci beaucoup de faire des heures supplémentaires là en fin de journée après votre longue journée de cours. Et puis je suis ravi d'être parmi vous et de réfléchir avec vous aujourd'hui. Vous qui préparez l'avenir, qui préparez cette façon d'habiter le monde de demain sur les épaules de tous ceux qui vous ont précédés et qui sont à l'origine de toutes ces belles réussites des missions automatisées spatiales. L'espace qui est bien l'extension de nos savoir-faire aéronautiques qui se sont développés, c'est finalement le siècle dernier. Et le siècle qui est le nôtre aujourd'hui est très orienté vers à la fois l'aéronautique et son extension, l'espace.
Donc j'aimerais, et j'ai le plaisir de réfléchir avec vous et d'essayer de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez. Et parmi les questions, en effet, on s'intéressera à l'habitat dans l'espace, Mars, Lune, ISS, et toutes les manières d'habiter justement notre monde qui est une fenêtre qui est en train de s'ouvrir et auquel on est en train d'assister. On est une génération qui a cette chance-là. Et puis répondre un peu aux questions suggérées par Gwenola à l'instant, puisque quand on parle d'une mission habitée vers Mars, puisque dans Habitat, bonsoir et bienvenue, on parle aussi de l'habitant, et d'ailleurs l'habitat inclus, c'est ce milieu qui permet à un habitant de survivre et si possible de vivre. Eh bien, on s'intéresse évidemment en particulier à l'humain qui ouvre de nouvelles perspectives. Alors, on va lancer quand même le support visuel. Hop. Et donc, je vais vous donner quelques pistes aussi sur l'histoire. On est dans une grande histoire collective. Je parlais des épaules des géants sur lesquelles on est tous juchés aujourd'hui. Et on est aussi, on dialogue. On a ces allers-retours entre notre histoire collective et puis une histoire plus personnelle. Et les questions autour d'une mission habitée vers Mars, surtout aussi curieuses que celle de Mars One, ou en tout cas la façon dont elle est restituée, nécessite probablement que je vous donne quelques pistes. Dire que l'être humain que vous avez en face de vous, comment il peut être assez fou pour envisager de s'inscrire ou de participer à une mission telle que celle de Mars One, qui est beaucoup plus intéressante si on déconstruit certaines choses à première vue. Mais comme vous avez cette passion et cette curiosité qui vous amène ici ce soir, je pense qu'on pourra faire un petit bout de chemin sur ces pistes-là ensemble. Alors, juste le contexte de l'exploration spatiale. On a vu encore tout récemment cette formidable réussite de la mission InSight, qui va nous permettre d'en apprendre tant sur la structure interne de Mars et sur notre propre planète. Quand on s'intéresse à l'espace, on s'intéresse très clairement à la Terre. On a des retombées omniprésentes sur Terre de tous les efforts qui nous permettent d'explorer l'espace de façon automatisée ou habitée. Et ça, on pourra en discuter un petit peu ou développer. Dès que les grandes réussites de l'exploration automatisée, on peut parler concernant Mars d'Opportunity, de Spirit, Curiosity, InSight tout récemment, la mission Rosetta Philae, qui est une mission assez incroyable quand on voit le temps, la temporalité dans laquelle on s'inscrit, toutes les équipes qui travaillent pour réussir une mission, sachant qu'on a des fenêtres comme l'EDL par exemple de 7 minutes qui sont extrêmement critiques après des années, et sur le plan personnel des chercheurs, des chefs de labo qui ont eu un impact sur leur propre vie familiale pour mener tout ça et qui jouent une carrière sur 7 minutes, ça peut être vertigineux. En tout cas, l'exploration spatiale, dès qu'elle fait figurer l'homme, alors là il se passe quelque chose en plus, il y a une valeur ajoutée, un supplément d'âme, puisqu'on s'identifie, on rentre en résonance avec ces hommes et ces femmes qui ont voyagé dans l'espace. On peut simplement se rappeler la formidable mission de Thomas Pesquet et Proxima qui a fait, qui a su nous faire partager si bien, qui était extrêmement bien nommé, Proxima, et qui montre et qui nous permet de prendre la mesure de ce qui est aussi important quand on explore l'espace, c'est aussi de pouvoir partager cette nouvelle perspective, cette nouvelle façon de regarder notre planète, que les astronautes savent de mieux en mieux faire, et les agences spatiales ont compris l'importance de communiquer autour. Alors là, on se rappelle le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Les grandes premières ont souvent quand même une dimension particulière. Évidemment, Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin se posant sur la Lune pour la première fois, qui est un événement suivi par 500 millions
500 millions de personnes sur la planète. Alors, à une époque, on n'avait pas tellement d'écrans de télévision et qui ont porté un engouement collectif incroyable et qui ont marqué des générations avec encore un retentissement. Probablement, vous, étudiants d'ingénierie aérospatiale, avez quand même en vous les germes qui ont été plantés à ce moment-là par ces années cette première décennie de l'exploration spatiale habitée, qui était à une époque où on avait une aversion au risque bien différente. On avait malheureusement plus un risque sur deux de ne pas récupérer l'équipage à cette époque-là. Et c'était probablement acceptable par la société à cette époque du fait de la compétition Est-Ouest et des considérations géopolitiques. Aujourd'hui, le risque de perdre un équipage sur l'ISS, c'est 3%. C'est un risque dont on traite conscience chaque astronaute et qui est jugé acceptable. Mais c'est un véritable débat. Ça dépend où le curseur est placé par la société et par l'éthique sociétale concernant les entreprises collectives. Astronaute est un métier dangereux, extrêmement dangereux, qui doit être un risque maîtrisé aussi bas que possible. Il y a d'autres activités très terrestres qui sont encore plus dangereuses. L'ascension du K2, c'est 25% de risque de ne pas revenir, par exemple. Donc, c'est une notion sur laquelle on peut réfléchir. En tout cas, cette décennie pionnière, cette locomotive Est-Ouest dans l'exploration spatiale a marqué profondément notre mémoire collective. Et depuis 1972 et l'arrêt du programme Apollo, qui avait vu d'ailleurs retomber un peu l'engouement public, c'est-à-dire on s'est posé sur la Lune et en 1972, on va changer. Ouais, non. Les dernières missions Apollo, on avait déjà un petit essoufflement de l'intérêt du public. Et depuis 1972, eh bien, on tourne, à part quelques échappées vers Hubble, à la fin des années 90, à 700 km d'altitude pour réparer, eh bien, finalement, on tourne autour de la Terre en orbite basse à 400 km d'altitude. Et on y fait des choses essentielles. On a des retombées omniprésentes dans tous les domaines terrestres de ces missions habitées. Je ne vous parle même pas des missions automatiques et des satellites, météo, climatologie, télécommunications, mais en ce qui concerne la médecine, en ce qui concerne un certain nombre de grandes avancées, des avancées qui étaient attendues, qui sont omniprésentes, et d'autres très intéressantes aussi, qui n'étaient pas ce qu'on cherchait, mais dont on a pu trouver de nouvelles applications et qui sont très présentes en imagerie médicale, dans certains dispositifs qu'on utilise, les pompes à insuline par exemple, qui sont directement issus des systèmes de mécanique de fluide de la navette spatiale. Donc des retombées, et c'est un des meilleurs vecteurs d'innovation, le spatial, et vecteur de coopération. D'ailleurs, quand vous injectez 1 euro dans l'espace, vous savez que les missions habitées, c'est finalement 1 ticket de métro par Français par an, d'accord, l'investissement que ça représente. Mais à l'échelle collective, on parle de sommes qui paraissent assez colossales, donc on a très peur qu'on jette cet argent par les fenêtres. Eh bien, pas du tout, c'est un des meilleurs investissements qui soit, puisque 1 euro injecté dans un programme spatial, c'est plus de 20 euros qui retombent dans les 10 ans en application très terrestre. Donc c'est un formidable investissement, le spatial. Et notre effort collectif est relativement modéré. Il est plus important aux États-Unis. Donc on fait des tas de choses très importantes et on a appris notamment beaucoup sur le comportement physique, physiologique et psychologique de l'homme dans l'espace en situation d'impesanteur grâce à l'ISS notamment et à l'ère des missions longue durée en station spatiale. Au moment... J'ai un backup? Non, c'est bon. Il est capricieux, c'est tout. Bon. Au moment de Yuri Gagarin, on n'avait pas laissé les commandes à Yuri Gagarin. On ne connaissait pas tellement, on avait testé la physiologie dans l'espace avec des animaux, mais qu'allait donner l'ivresse spatiale sur l'être humain? Est-ce que Yuri Gagarin allait avoir un comportement aberrant lors de son 1h48 de mission? Eh bien, il n'avait pas la commande de son Vostok 1.
Et quand on songe à la version au risque, on n'avait pas testé l'alunissage, évidemment, pour Apollo 11. Et on s'aperçoit qu'on avait quand même très bien sélectionné Neil Armstrong, puisqu'au moment où il a dû reprendre les commandes de son atterrisseur lunaire, parce que les signaux d'approche saturaient complètement les systèmes, qui avait les capacités d'une calculatrice début des années 2000. Son pilote automatique saturé, il reprend en manuel. À cette vitesse-là, il passe très vite le site d'alunissage choisi avec précaution sur un alunissage qui n'a jamais pu être testé. Et finalement, il trouve la solution, puisque avec très peu d'autonomie d'ergol pour le retour, il se pose quelques secondes avant le moment critique, en ayant trouvé un nouveau site d'alunissage, et ça en tapant à 80 par minute. Donc les premiers astronautes, et c'est un peu cette image qui nous reste à tort aujourd'hui, véhiculée aussi par l'étoffe des héros, c'est une population très homogène. Beaucoup d'hommes, il faut attendre les 83 pour avoir véritablement des femmes qui sont impliquées dans l'exploration spatiale, en dehors de Tereshkova en 63 chez les Russes. Et on a seulement 10% de femmes, il faut que ça change, sur les 560 astronautes ou voyageurs de l'espace à ce jour. Mais à l'époque, population homogène, pilotes d'essai, pour la plupart militaires, des capacités opérationnelles, du sang-froid, qui ont démontré leur prise de décision dans des situations critiques, sur des missions très très courte durée, avec une ou deux personnes, Mercury puis Gemini, dans le vaisseau. À l'ère des stations spatiales, donc après la fin du programme Apollo, les stations spatiales avec des missions longue durée, cette étoffe des héros, on avait quelques caractériels qui mettaient en péril les missions. Donc on s'est dit, là, il nous faut des profils un peu différents, plus souples, coopératifs, avec une conscience des différences culturelles, puisque c'est un des atouts de l'espace de faire rencontrer plusieurs cultures dans l'espace, dans les stations spatiales. Et donc on a aujourd'hui, Jean-François Clairvoy ou Thomas Pesquet en sont un bel exemple, des profils très équilibrés, très coopératifs, avec l'esprit d'équipage, et puis très agréables à vivre. Pour demain et l'ère qui est en train de s'ouvrir, on a une déclinaison dont on va parler de missions qui peuvent être très différentes. C'est pas la même chose de passer 6 mois dans l'ISS, de faire 15 jours dans la station, la navette spatiale qui s'est arrêtée en 2011, ou d'aller sur la Lune, un astéroïde, ou une mission de 1000 jours sur Mars. Donc on a une déclinaison aussi des profils et des besoins et de psychologie d'équipage qui doit nous questionner dès à présent. Et c'est vrai que les pionniers de l'astronautique sont surpris aujourd'hui qu'on soit toujours en orbite basse terrestre, depuis 1972, puisque les pionniers de l'astronautique s'attendaient à aller initialement sur Mars dans les années 80, et puis cet horizon 30 ans a glissé depuis le début de l'ère astronautique pour des raisons assez consistantes qu'on va aborder. Et donc aujourd'hui, il est en train de se passer beaucoup de choses. On a de la chance non seulement de voir s'ouvrir une nouvelle capacité technologique de mener l'homme plus loin que l'orbite basse terrestre et de s'adapter dans un habitat aux restrictions de la vie extraterrestre au sens propre. Cette capacité est en train de s'ouvrir. On va dans un horizon 20 à 30 ans, d'une part, et d'autre part, ça nous dit évidemment beaucoup de choses et ça ouvre un champ qui fait converger des grandes questions scientifiques, place de la vie dans l'univers, technologique, et là vous êtes en train de travailler là-dessus, et on a besoin justement de l'ingéniosité que vous êtes en train de développer dans vos études.
Et puis des questions beaucoup plus larges, des questions plus philosophiques qui interrogent la nature humaine. D'où venons-nous, allons-nous, qui sommes-nous, pourquoi l'homme cherche toujours à sortir un peu de sa zone de confort comme il sort de son parc et prendre le risque d'aller plus loin et de découvrir ce monde extérieur dans un élan qui le pousse autant à ce mouvement vers l'extérieur qu'un mouvement justement de réflexion sur lui-même. Et puis c'est une belle source d'inspiration, l'espace. Ça fait résonner, c'est une métaphore de beaucoup de nos aventures humaines, collectives, entrepreneuriales, personnelles ou collectives, puisqu'on convoque beaucoup de choses sur ce qui nous fait, nous, hommes, lorsqu'on s'intéresse à l'exploration spatiale. Et on a parlé tout à l'heure de ce vecteur qu'il représente en termes de coopération, d'innovation et donc d'inspiration. Alors pourquoi Mars en particulier ? Mars est quand même défini comme une étape clé de l'exploration spatiale depuis le début de l'exploration, parce que sur Mars convergent des questions majeures, scientifiques majeures. D'abord, on sait que Mars, le premier milliard d'années de l'histoire de la Terre, a vu l'émergence de la vie sur Terre, entre 3,8 et 4,1 milliards d'années antérieures. À cette époque-là, Mars était aussi accueillante, voire plus que la Terre. Et Mars a l'énorme avantage d'être la mémoire vivante aujourd'hui planétaire de ces conditions-là, puisque l'activité tectonique n'a pas eu lieu ou s'est arrêtée. C'est une des grandes questions d'ailleurs de la mission InSight. Et donc on a les traces aujourd'hui sur la planète, directement accessibles, de ce premier milliard d'années, celui justement qui a vu la vie émerger sur la Terre. Et ces traces-là ont disparu complètement sur Terre du fait de l'activité tectonique et planétaire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, les ingrédients sont tous réunis pour voir l'émergence de la vie telle qu'on la connaît, qui dépend de la chimie du carbone, qui dépend de sources d'énergie, qui dépend de l'eau liquide. On a tout ça sur Mars. L'eau liquide, au moins en sous-sol. La pression évidemment atmosphérique sur Mars ne permet pas à l'eau de rester très longtemps sous forme liquide, il y a une sublimation. Donc c'est une question scientifique majeure, parce que si on trouve la vie sur Mars sous forme de micro-organismes passée ou même présente aujourd'hui on ne peut pas répondre à sa question encore, malgré les missions robotiques qui avaient cet objet de recherche majeur. On a quelques indices encourageants. Évidemment, c'est un résultat scientifique majeur et ça donne le vertige quand on songe à toutes ces exoplanètes découvertes depuis 1995 qui sont plusieurs milliers aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'il y a bien plus d'étoiles dans nos galaxies qu'on l'imaginait, que la plupart sont entourées d'un système planétaire. Donc, certaines planètes sont en zone habitable. On trouve de plus en plus de planètes, exoplanètes qui ressemblent à la Terre. Donc si l'univers est bio-friendly, parce qu'on trouve des traces de vie passées sur Mars, c'est vertigineux concernant la vie dans l'univers qui existera très probablement ailleurs, en tout cas sous une forme telle qu'on la connaît. Et puis si on ne trouve pas, c'est aussi très intéressant sur le plan scientifique. La science, c'est se poser de nouvelles questions. Ça veut dire qu'il nous manque une étape clé de l'émergence de la vie, et en soi, c'est passionnant aussi. Donc sur le plan exobiologique, on a une question majeure. Et puis il y a des tas de sciences aussi qui sont convoquées, la planétologie comparée notamment, pour comprendre très clairement l'évolution de notre Terre, notre climat, puisque quand on s'intéresse à l'espace, on s'intéresse à la Terre, et on a une nouvelle perspective aussi sur l'importance de la protection planétaire, espèce inclue, parce qu'on a tendance à mettre l'homme et autour son environnement. L'homme fait partie de son environnement, il dialogue avec lui, et c'est ça qui est intéressant dans l'habitat. Un habitat, c'est trouver toutes les conditions réunies pour que l'homme, par exemple, puisse survivre. Vous savez que sur Terre, il y a des endroits pas très accueillants, un peu hostiles, et sur lesquels il faut déjà de la technologie pour vivre. À commencer par les vêtements, le feu, une première maîtrise technologique. Donc en fait, on façonne aussi notre habitat en fonction de nos besoins.
Et notre ingéniosité est arrivée à un point aujourd'hui où elle est capable de construire un habitat adapté à l'espace et à un autre corps céleste, Lune, astéroïde ou même une autre planète, grâce à cette ingéniosité collective. Ça, c'est passionnant. Et on sait aujourd'hui comment on peut... Vous savez que l'ISS, vivre dans l'ISS, c'est bien plus hostile, magnétosphère mis de côté, puisqu'on est quand même protégé des radiations par la magnétosphère dans l'ISS, mais par ailleurs, c'est bien plus hostile de vivre dans l'espace, et même sur la Lune, que sur Mars. Parce que sur Mars, on a une atmosphère très ténue, 6 millibars, 0,6% de l'atmosphère terrestre, mais on a toutes les ressources dont on a besoin, qu'on n'a pas sur la Lune. Cette atmosphère protège quand même, divise par 3 les radiations qu'on prend dans l'espace, surtout en dehors de la magnétosphère. On a 3% d'eau dans le régolithe martien. On a du dioxyde de carbone, un peu trop, hein, dans l'atmosphère, mais on peut le récupérer pour l'oxygène. Et puis, on a aussi des techniques assez éprouvées en chimie qui nous permettent, grâce à l'hydrolyse, de récupérer de l'hydrogène, de l'oxygène, grâce à la réaction de Sabatier, de faire aussi du méthane qui pourrait être un ergol de retour intéressant. Donc, en tout cas, les ressources sur Mars sont plus intéressantes pour le système support vie et pour permettre aux hommes et femmes qui vivent sur cette planète de survivre, plus que partout ailleurs, l'ISS, c'est parce qu'on peut régulièrement réapprovisionner l'ISS, que le système support vie est durable et qu'on on habite l'ISS depuis 1999 sans discontinuité. On a eu chaud là, avec le dernier accident Soyouz, mais voilà, on vit dans l'espace en permanence, entre des équipages de 3 à 6, voire 9, depuis le début du millénaire. Vous savez qu'il y a des grands projets de villages aussi lunaires, hein, permanents, sur la Lune. C'est le grand projet européen. C'est aussi en résonance avec les projets chinois. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir s'intéresser à ce dont on a besoin, justement, en termes de matériaux. Il y a le matériau humain, j'en ai fait une grande parenthèse que je vais dérouler un peu plus, mais il y a aussi, évidemment, tous ces matériaux, puisque c'est un peu l'objet aussi, qu'on peut inventer, réinventer pour, justement, soutenir la création d'un habitat sur la Lune, dans l'espace et sur Mars. Alors juste petit détour, puisque c'est une question qui m'est immanquablement posée, mais ce projet Mars One, tel qu'il est perçu en tout cas, paraît fou, puisqu'on parle d'un aller simple. Vous verrez que c'est simpliste, que c'est un peu plus complexe que ça s'articule peut-être différemment. Alors comment on peut s'inscrire dans un projet comme celui-ci, aussi farfelu en apparence, avec le premier risque d'être incompris? Et là, il faut que ça vienne de loin, et donc je parle juste un peu de temporalité là, puisque en fait, vous avez un dialogue aussi en vous entre une partie très ancienne, peut-être même qui existait avant vous. Là, vous voyez cette photo, là j'avais 4 ans, et on voit ce regard qui pétille là dans ce T-33 de Lockheed Martin. Et ben, à ce moment-là, je pense que certains souvenirs se sont consolidés, puisqu'on leur donne un sens peut-être différent d'ailleurs, quand on a une histoire derrière et une trajectoire. Mais c'était mon grand-père qui était pilote de chasse et qui m'amenait un petit peu voir tous les avions, et qui en plus était passionné d'exploration spatiale lui-même, parce qu'à l'époque de sa génération, il fait partie de la génération des premiers astronautes américains. Et à l'époque, les pilotes de chasse français allaient s'entraîner aux États-Unis dans les années 50. Donc il a été aussi un peu bercé, baigné, et je pense que c'est pas anodin et que ça a évidemment coloré un petit peu mes envies de gamin. Et à cet âge-là, je voulais être astronaute, je voulais voyager dans l'espace. Et c'est pas très raisonnable, parce que quand on y songe, aujourd'hui, 560 personnes ont voyagé dans l'espace, 10% de femmes. Il n'y a pas d'école astronaute, à moins que l'IPSA crée une nouvelle branche, peut-être, les IPSaliennes. Et donc, c'est pas raisonnable. Et
Et donc, bah, évidemment, on construit, après l'âge de raison, on a des projets qui peuvent être attachés à cette passion primordiale, être ingénieur aérospatial ou être médecin spatial, ou s'en éloigner aussi, puisque quand on renonce à quelque chose, il faut qu'on puisse trouver une voie différente qui nous nourrisse et qui peut être très, très éloignée. Peu importe. Mais il se passait toujours quelque chose. Dès qu'on parlait du spatial autour de moi, ou que je discutais de l'exploration spatiale avec mes amis, il y avait quand même une vibration très très particulière. Il y avait un truc qui se passait et j'ai fini par l'écouter un petit peu, me dire tiens, ça me dit quelque chose quand même. Cet enthousiasme-là, systématique, il dit quelque chose. Même si c'est pas raisonnable, il faut peut-être un peu plus l'écouter. Donc il faut peut-être pas éteindre complètement cette part de nous-mêmes pluripotente, ouverte, curieuse, qui est cet enfant intérieur. Autant, il faut combiner aussi les yeux dans les étoiles et les pieds sur terre, le rêve et le réaliste et le consistant. Ça, on le fait. Le cerveau gauche, le rationnel, on le travaille, hein, on le formate au cours de nos études. Et c'est pareil d'ailleurs quand on devient expert dans un domaine. On a fait ses gammes, on devient expert. Et le seul inconvénient de l'expert, c'est peut-être d'être formaté et de ne pas toujours en avoir conscience. Voilà. Et donc prendre conscience aussi de la façon dont on pense, qui est façonnée par notre culture, par tout un tas de facteurs et par l'école qu'on fait et les profs qu'on a eus. Donc ça formate et on a tendance, je crois que ça change un peu, à éteindre le cerveau droit, une part un peu créative. Pourtant, c'est ceux qui aiment les maths, là, vous avez peut-être remarqué que c'est souvent après une sieste de travail ou le lendemain matin que d'un coup vous avez la solution, le moment eureka. D'accord ? Parce que quand vous dormez, vous lâchez un peu le cerveau gauche, eh ben, il y a une autre vitesse de traitement à l'œuvre, et très intéressante, un peu arborescente, en parallèle, un peu moins séquentielle. Sauf que quand on dit mais comment tu as trouvé ce résultat ou comment tu reconstruis le chemin, bah, c'est plus difficile parce que cerveau droit, c'est pas toujours explicite et accessible au langage. Bon, pour autant, l'intuition qui naît à ce moment-là est peut-être un super GPS ou Galiléo. Hein, il vous donne, c'est comme les vibrations dont je parlais tout à l'heure, il vous donne quand même à comprendre certaines choses. Il ne faut peut-être pas totalement couper le son. Bon, on est bien d'accord, l'enfant là, qu'on laisse piloter sa trajectoire et son avion, il va faire un peu n'importe quoi s'il n'y a pas une autre part de nous-mêmes qu'il faut laisser aussi s'épanouir et qui est une des clés dans l'émission Habiter vers Mars, qui est le sage, qu'il faut laisser, j'en suis encore très loin, mais qu'il faut laisser s'épanouir aussi, qui vous permet justement de prendre du recul, de voir les choses différemment, d'avoir une autre perspective, de résoudre toutes les contradictions de la nature humaine. On est très très contradictoires, nous les humains. Et donc c'est cette voie de la sagesse qu'il faut cultiver aussi et faire dialoguer donc l'enfant intérieur peut-être et puis le sage de demain, et d'ailleurs qui peut être très très bien nourri par la sagesse qui nous vient des autres et de nos aînés. Voilà, donc c'est cette combinaison-là qu'il faut laisser ensemble, travailler ensemble, pieds sur terre, les yeux dans les étoiles, le sage, l'enfant, le cerveau gauche, le cerveau droit. Voilà, c'est en tout cas les pistes de réflexion que je voulais vous lancer. Et concernant Mars, bah, ça fait 20 ans, en fait, quand j'avais votre âge, je lis un article sur Mars Pathfinder, c'était pas Insight à l'époque, c'était Pathfinder, et on parle, à l'issue de cet article, des missions habitées vers Mars qui sont projetées à l'époque en 2020. Et je me dis, mais c'est incroyable. Alors là, je me dis, c'est quasiment un choc qui change, qui élargit un peu ma conscience de toute cette histoire, qui me dit, voilà, notre génération, depuis les débuts de Sapiens, est en mesure d'aller sur une autre planète et s'est projeté pour dans 30 ans. Et donc à ce moment-là, ça me donne le vertige. Je me dis, oh, je veux en être, je veux participer à ça, je veux contribuer à ça. Et à ce moment-là, je me dis, il n'y a pas plus important. Alors, je conçois très bien qu'on ait des tas de priorités différentes et de choses qui sont aussi importantes, plus importantes que ça. Mais ma perception à ce moment-là, c'est me dire, voilà, pour nos générations, c'est peut-être les choses les plus importantes, et qu'à l'échelle cosmologique, on peut se dire quelle est l'urgence d'aller vivre sur notre planète avec tout ce qu'on a à traiter sur Terre.
Et c'est le début d'une réflexion qui se prolonge 20 ans plus tard en disant, mais en fait, pour résoudre bien de nos problématiques très terrestres, les conflits, la compétition, la guerre, la perception de ressources limitées qui provoque tout ça, c'est peut-être aussi de changer un peu de logiciel, prise de conscience un peu globale, et en fait de lever les yeux au ciel et se dire que faire descendre les propriétés de l'infini sur ce monde en apparence fini, qui est une illusion, hein, on n'est pas dans un monde fermé, pourrait permettre de voir des solutions un peu nouvelles. Même si là on est sur des horizons et des allers-retours comme dans un cockpit entre le très lointain, d'accord, la fin du monde dont on parle et la fin du mois. Voilà, il faut faire ces allers-retours. Quand vous pilotez votre avion ou votre voiture, vous regardez loin l'horizon, puis vous revenez très clairement à votre présent. C'est ma façon d'ailleurs de résoudre tous ces paradoxes. En fait, quand on est marié, qu'on aime profondément sa femme et qu'on a 3 enfants, qui ont des besoins qui sont différents d'ailleurs. Ce n'est pas les mêmes besoins. Quand on a un bébé, on a besoin d'être aimé, chéri, sécurité affective. Quand on est ado, ma fille vient de fêter ses 13 ans hier, on est un peu un contre-modèle à ce moment-là. Il faut se découper une personnalité. Voilà, donc on a des besoins qui peuvent être très différents, mais on a besoin que son père soit présent dans sa vie. Et en fait, quand on s'inscrit, quand j'ai compris que finalement tout était là, le bonheur est là, il faut être présent à soi et présent à ceux qu'on aime, puisque finalement c'est ça, pour être présent pour ceux qu'on aime et pleinement présent, il faut être aussi, faut peut-être pas éteindre aussi ce qui a du sens pour soi. Eh bien, on peut s'inscrire dans quelque chose qui a du sens et qui est très large, et c'est en fait tout à fait complémentaire. Et la quête du bonheur, elle s'arrête parce qu'elle est là, tout est devant nous. Et après, c'est la quête de sens qui peut véritablement démarrer. Et après, quoi qu'il se passe, c'est pas très grave. Si vous avez des détours, des entraves, de nombreux échecs, on apprend tellement de ces échecs, c'est pas grave. Si tout prend du retard, tant que voilà, vous avez pu déterminer quelque chose qui avait du sens pour vous et qui était très profond. Et une de mes passions, ce sont les arts martiaux. Et finalement, il y a une notion très intéressante que je leur emprunte à la culture finalement orientale et japonaise, c'est l'ikigai. Vous connaissez l'ikigai peut-être? Ça résume, et c'est la dernière piste que je vous donne. Ensuite, on passe à du concret peut-être, hein, qui est le thème de ce soir. L'ikigai, c'est cette réunion, cette convergence entre, voilà, dans quoi je prends du plaisir, le spatial, l'exploration spatiale, dans quoi je pense que j'ai des compétences, dans quoi je peux m'employer, d'accord? Et aussi pour ce supplément d'âme dans le sens qu'on peut donner finalement à nos vies, c'est comment à ma mesure, à ma petite échelle, je peux un peu contribuer à changer le monde. Parce que ça donne aussi quelque chose de très, très précieux dans la quête du sens. Et au milieu de tout ça, on a l'ikigai qui est traduit par la raison d'être, mais qui est plus dense que ça, qui est plus complexe que ça. C'est à la fois la raison d'être, c'est la réunion de tous ces facteurs-là, et les Japonais passent leur vie à la chercher. Des fois, ils la trouvent tôt, des fois, ils la trouvent plus tard, peu importe. Et c'est aussi le bonheur de se lever le matin et d'aller pêcher du poisson si on est pêcheur et que c'est son ikigai. On a tous des ikigai différents. J'ai cru comprendre que le mien était un peu particulier parce qu'il est relié à Mars et aux missions habitées vers Mars. Mais voilà, c'est ça, voilà, le sens profond auquel j'ai dû réfléchir, parce que la première chose, c'est si je m'inscris dans un projet comme celui-ci, même si j'ai grand risque de ne pas être compris, bon, ça, c'est pas très grave, mais c'est surtout, est-ce que ce sont pour de bonnes raisons? Est-ce que si c'est juste du développement personnel ou de l'ego, ça va pas bien loin, c'est une bulle qui va rapidement, pouf, faire piou. Si par contre c'est plus profond, et c'est comme ça que je le donne un peu à comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est son ikigai, mais vous avez sûrement entendu parler d'un ingénieur, enfin quelqu'un qui a justement ce câblage d'ingénieur et d'entrepreneur à la fois, et qui veut mener l'homme sur Mars, c'est Elon Musk. J'imagine que vous avez... Et quand vous signez, si certains d'entre vous pour SpaceX,
Je crois qu'il faut être américain, mais enfin, on sait jamais. Un jour, dans le contrat, c'est Making Life Multiplanetary. C'est son purpose, c'est son objectif. Et depuis très longtemps. Et Elon Musk se donne les moyens de le faire avec un certain nombre d'astuces. Donc là, on voit son grand projet qui est le système de transport interplanétaire, le Starship maintenant, c'était le BFR. Quand il a fondé en 2002 SpaceX, tout le monde souriait. Il avait quelques réussites et échecs entrepreneuriaux, mais tout le monde souriait. Disait, mais tu es fou. Comment tu peux imaginer mener une entreprise, te hisser un savoir-faire spatial en commençant comme une petite start-up là, avec des mariachis. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a annoncé son BFR la première fois au Mexique, à Guadalajara. Voilà, les premiers ingénieurs, l'équipe première de SpaceX en 2002. C'était extrêmement risqué, culotté. À l'époque, il n'avait pas de... C'était pas un rocket scientist. Il n'avait pas des compétences encore d'ingénieur aérospatial, Elon Musk, même s'il avait un but très, très, très précis et très déterminé. Il a un atout dont il faut peut-être s'inspirer. Il a ses qualités et ses défauts, évidemment. Mais c'est son approche intéressante qui est naïve à première vue. D'accord ? C'est-à-dire qu'il aime bien tout déconstruire. Il fait un peu table rase. Il arrive, voilà, on recommence tout. Pour moi, ce qui est important, si on veut vraiment développer l'accès à l'espace pour le plus grand nombre, puisque c'est une de ses idées d'ailleurs derrière son grand système très ambitieux de transport avec sa navette interplanétaire capable de transporter 100 personnes à la fois entre la Terre et Mars aller et retour. Et sa première idée, c'est c'est un peu dommage de jeter le navire ou l'avion dès qu'on fait un Bordeaux-Paris. Donc on va tout réutiliser. Et je mets le cap là-dessus. Mais les experts aérospatiaux, ça fait longtemps qu'ils ont travaillé sur cette question-là. C'était le but de la navette spatiale et ça a été un échec assez relatif, mais un échec de ce point de vue-là. On n'a jamais réutilisé l'ensemble de la navette spatiale. Et on en était revenu, et pour des raisons très très solides, à des lanceurs classiques. Voilà, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Lui, il se dit qu'il faut absolument qu'on récupère l'ensemble du lanceur pour ce que j'ai derrière la tête. C'est sa conclusion après avoir déconstruit tout ce qui se fait. Le problème des experts, c'est ça, c'est qu'on se formate. Donc au bout d'un moment, on a un champ qui se rétrécit et on ne sait plus d'ailleurs réinterroger des choses qu'on a considérées comme acquises au cours de son parcours. Pour autant, il se donne les moyens. C'est comme l'histoire de l'enfant là et du sage. Il se donne les moyens ensuite derrière de le faire. C'est-à-dire qu'après, il prend 800 bouquins de rocket science et il se hisse au niveau de compétence d'un ingénieur aérospatial et il est capable de mener aussi des projets d'ingénieur aérospatial tout seul, si nécessaire. Mais voilà, c'est cette articulation très intéressante entre le naïf, parce que la vision naïve, elle est intéressante parce qu'elle te permet de trouver d'autres solutions. C'est le fameux out of the box, out of the planet, je ne sais pas, mais c'est cette notion-là. Mais se donner ensuite les moyens. Et il se donne les moyens. Il a failli, à multiples reprises, faire faillite. En 2008, il a été sauvé par la NASA. SpaceX a été sauvé par la NASA et on était toujours à ça. Vous vous rappelez la première fois qu'on récupère le booster après un certain nombre d'échecs. Après on exulte, mais voilà, on est passé très très proche et aujourd'hui c'est le sous-traitant principal de la NASA avec Boeing pour les missions cargo et les missions futures habitées là à venir. Et il a surtout développé un savoir-faire et il a maintenant une cinétique. Parce que tous les experts, j'aimerais tellement qu'Ariane Group, nous en France, on avait les compétences, on avait tout ce qu'il fallait pour développer des programmes spatiaux de cette ampleur-là et des programmes habités avec le projet Hermès, interrompu pour des raisons en fait multiples. J'aimerais tellement que ce soit Ariane, mais les ingénieurs d'Ariane ont souvent regardé en souriant là, à cette époque-là Elon Musk, ensuite un peu plus inquiet, et puis aujourd'hui il faut courir derrière avec Ariane 6, mais lui il a une cinétique maintenant, il a moins d'inertie que nos grandes structures, nos grands groupes, ce qui est un atout considérable pour lui, et il a injecté beaucoup d'astuces, et il a eu de la réussite dans ses projets. Mais lui, très clairement, il met le focus maintenant sur le BFR, le Starship.
c'est-à-dire 2 étages. Hein, je refuel en orbite et je pose l'ensemble de la navette qui est capable de transporter 100 personnes à la fois, avec 100 tonnes de charge utile sur Mars, grâce au refueling. Et qui est d'ailleurs l'habitat premier initial, hein, ici, donc ça, 57 mètres, 9 mètres de large. Il avait prévu plus gros au départ, mais les pads, launchpads ont une contrainte de 9 mètres. Et puis 7 Raptors sur ce deuxième étage-là pour la propulsion. Et puis le booster, c'est 31 moteurs Raptor et pas 42 comme initial. Initialement, 42, c'était parce que c'est un grand fan d'H2G2 pour les Space Geeks de l'Assemblée. Voilà. Et puis, on a une redondance, on a un système redondant, évidemment, et il veut clairement... Alors lui, il se dit, pour qu'on développe véritablement un village sur Mars, il faut que le nombre de personnes qui peuvent et veulent aller sur Mars augmente. Parce qu'aujourd'hui, 8 milliards de dollars pour aller sur Mars, ceux qui peuvent se l'accorder et qui veulent, il n'y en a pas beaucoup. Mais il se dit, si j'arrive grâce à mes astuces injectées dans mon architecture mission, c'est-à-dire utiliser bien sûr les ressources in situ pour les ergols, faire le choix du méthane, ox-méthane, l'ox-méthane, parce que c'est pas optimal, mais on peut en produire n'importe où dans le système solaire. Si j'ai une solution polyvalente, si j'utilise, je pose the whole thing avec mes rétrofusées, ce qui était la problématique pour poser plus d'1 tonne sur Mars, etc., etc. Et par économie d'échelle, par mon système aussi de production et de lancement, mon rythme de lancement, je vais abaisser les coûts et j'ai un objectif que le ticket pour Mars soit de 500 000 $, ce qui est et qui est en fait la moyenne d'une habitation aux États-Unis. Et là, évidemment, même avec ce budget-là qui est conséquent, on peut penser qu'on aura beaucoup plus de monde qui peut et qui veut aller sur Mars. C'est une architecture aller-retour. Elon Musk pense que tout le monde ne souhaitera pas forcément revenir, mais c'est une architecture aller-retour. Et c'est une véritable navette interplanétaire. Donc, il n'a pas tenu toujours ses timelines. Là, il est à 2024, mais en tout cas, il a jusqu'à présent réalisé ce qu'il avait prévu de réaliser. Je ne sais pas pourquoi les feuilles de route sont toujours aussi serrées, peu importe. Il y a des défis dans tous les sens, on est bien d'accord pour aller sur Mars. Il y a évidemment le défi budgétaire, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, mais les budgets, on va en discuter pour aller sur Mars, sont assez colossaux, donc c'est un frein primaire. Mais ensuite, il y a des défis technologiques, évidemment, des tas de choses à développer, surtout pour le lancement depuis Mars. Quand on songe la complexité d'un lancement avec une équipe au sol conséquente, on imagine avec une équipe réduite depuis Mars, avec une télécommunication un peu poussive, hein, parce que 20 minutes aller-retour, enfin 40 minutes avec 20 minutes aller et 20 minutes retour, ça peut être compliqué, même si on choisit évidemment idéalement la fenêtre de lancement lorsqu'on est un peu plus proche dans la configuration planétaire. Il y a des défis physiologiques, un des grands inconnus, pas totalement inconnu, mais difficile à modéliser, c'est les radiations. Quand on sort de la magnétosphère, on est soumis à des radiations. Grâce au cristal de Saint-Gobain qu'on avait dans Curiosity, on sait qu'une mission classique, architecture classique, sur Mars, c'est 1 sievert, 1000 millisieverts, d'accord ? Ce qui est acceptable. En fait, ce n'est pas le plus grand risque quand on considère l'entrée-descente, le landing ou relancer depuis Mars. C'est acceptable puisque ça augmente le risque de cancer de 3%, de 3 points, hein, ce qui est significatif, mais qui est déjà de 20%. Donc passer de 20 à 23%, ce n'est vraiment pas le risque le plus important. Et puis on a des solutions aussi pour se protéger. Concernant les radiations, il y a 2 types de radiations. Il y a les radiations qui viennent des éjections de masse coronale, du Soleil, et le risque d'avoir une irradiation massive sur le voyage interplanétaire parce qu'il y a une éjection de masse coronale. Mais ça, on peut l'annoncer, on peut le prévoir, on peut se réfugier derrière des réservoirs d'eau de 20 cm, on est très bien protégé.
de ça. Donc on a sur un voyage de 250 millisieverts et 3 fois moins lorsque on est sur Mars, puisqu'on a une atmosphère certes ténue, mais qui protège un petit peu des radiations quand même. Et puis il y a la moitié de la planète aussi qui protège de l'autre type de radiation, qui est un vrai problème, qui est les particules haute énergie, donc intercosmiques, parce que là, c'est très difficile de se blinder dans la mesure où il y a une spalliation, il y a des particules secondaires quand on traverse la paroi, et donc c'est pour ça que c'est très bien d'être sur Mars et d'en être protégé par la masse de la planète elle-même. Et on imagine évidemment mettre du régolithe martien sur l'habitat gonflable, puisqu'en fait, vous savez qu'on a des contraintes massiques et de coûts et de volume pour cet habitat. Sur Mars et sur la Lune, c'est pareil, et dans l'espace aussi. Donc, on a des solutions assez intéressantes, adaptées à l'espace et à la Lune et à Mars, de structures gonflables, avec des multicouches qui gèrent les micrométéorites, les radiations, et donc qui permet d'être suffisamment étanche pour le système support vie à l'intérieur de la structure gonflable. Pour le projet Mars One, par exemple, il s'agit d'avoir 200 mètres carrés justement déployés par une structure gonflable sur laquelle on met du régolithe qui vient encore compléter l'absorption des radiations. Bon, donc on a aussi des inconnus sur la gravité réduite prolongée, puisqu'on sait maintenant, grâce à l'ISS, beaucoup de choses sur du 0G pendant 6 mois, 1 an, voire 437 jours pour Polyakov, mais on sait peu de choses encore sur gravité réduite sur la Lune 0,16G, sur Mars 0,38G. Quels sont les effets de 500 jours à 0,38G sur Mars? Donc ça, on commence finalement à peine à l'étudier. Donc, des défis dans tous les sens, mais le défi numéro 1, tous les experts s'accordent à dire qu'il est psychologique, et en particulier la psychologie de groupe, la psychologie sociale des équipages. Parce qu'il y a des choses qui sont inédites et qu'on ne pourra pas tester sur Terre. C'est le out-of-view effect, hein, c'est la Terre, c'est la petite étoile du berger, là, le petit pixel bleu, pale blue dot dans le ciel orangé. On a, pendant la majeure partie du trajet, plus la Terre visible du tout, cette Terre rassurante. On la perd de vue. Et ensuite, c'est tout petit quand on est sur Mars. Donc, qui sont les êtres humains qui sont câblés pour gérer ça? Est-ce qu'il y en a? C'est un pari, puisqu'on ne pourra pas le tester. Il y a un peu d'optimisme là-dedans. Mais on peut penser que certains peuvent justement gérer ce type d'enjeux psychologiques, mais il faut les trouver. Et donc l'idée au centre de Mars One, pour parler de Mars One, il est là. Le cœur de Mars One, le savoir-faire de Mars One sont les ressources humaines, rien d'autre. Tout le savoir-faire d'ingénierie, il vous sera confié à travers vos entreprises respectives, que ce soit SpaceX, Ariane, Lockheed Martin, Paragon, Argotech, etc. Donc ce sera confié à ceux qui ont le savoir-faire et qui ont développé un savoir-faire, puisque vous avez vu émerger ce savoir-faire privé et des schémas de plus en plus hybrides entre l'agence spatiale et le savoir-faire entrepreneurial. La compétence de Mars One, c'est le comité de sélection, c'est les ressources humaines. Et comment on trouve les équipages qui peuvent mener une mission vers Mars habité, et comment on les entraîne, on les forme tout au long de cette aventure qui va durer longtemps, hein, on se place à 15 ans, 20 ans. Et s'y préparer dès maintenant, parce que là on fait les choses à l'envers, on renverse un peu la logique qu'on a l'habitude de voir dans les schémas classiques. Dans un schéma classique de programme spatial, logique, vous budgétez, vous votez un budget, une fois que vous avez l'enveloppe, vous construisez votre hardware, vos systèmes, et seulement quand tout est prêt. C'est pour ça qu'on voit voler des systèmes qui datent un peu d'ailleurs dans le spatial. On a une petite parenthèse, mais on a une image dans la fiction du spatial qui est un grand vaisseau immaculé, très futuriste, très spacieux, etc. Et la réalité, c'est du scotch partout, des espaces extrêmement confinés, pas très sexy, un peu grisâtres, parce que pour faire voler des systèmes, on vole relativement rustique, et il y a un temps de développement qui fait qu'on ne peut pas faire voler la toute dernière technologie, dernier cri. Parce qu'on budgète, on développe tout ça, et quand on a tout développé, quand tout est fini, on sélectionne les équipages parmi un corps d'astronautes polyvalents pour
pour s'entraîner sur cette mission-là. Une mission habitée vers Mars, ça nécessite plus de 7 ans d'entraînement, probablement 10-15 ans. On se place donc de façon très lointaine, avec un gros risque évidemment que les équipages retenus au départ ne soient pas ceux qui sont opérationnels le jour J. Donc ça renverse un petit peu cette logique, et Mars One s'est dit, on va sélectionner les équipages maintenant, se préparer dès maintenant, et pas attendre d'avoir tous les systèmes qui sont prêts, systèmes qui sont confiés en parallèle à ceux qui ont le savoir-faire. C'est intéressant, et on va aller chercher, c'est tellement rare d'avoir un équipage qui est câblé pour ça, qu'on va aller les chercher, et on a 10, 15, 20 ans pour les entraîner à tous les domaines qui sont pertinents et relevants dans une mission comme celle-là. Donc c'est un peu moins important d'avoir un cursus, des milliers d'heures de pilote, ou un cursus académique très solide, ou être médecin, puisqu'on va apprendre, il faut être polyvalent, mais on va apprendre tout ce qu'il faut apprendre, et on a le temps pour ça. Le facteur le principal, il est vraiment psychologique. Donc comment on fait? C'est ça qui est passionnant et qui se prépare dès maintenant. Ça, c'est un peu renverser toute la logique habituelle. Et c'est un peu déroutant pour les programmes spatiaux classiques. Ça, c'est un peu le schéma de l'habitat qui est prévu sur Mars. Des capsules de type Dragon. Mais alors, le plan est évolutif. Parce que l'avantage, quand on est dans une logique privée, c'est qu'on peut intégrer à l'état de l'art les dernières avancées ou reculades de la science, les nouvelles questions qui se posent, et les intégrer à l'architecture mission. L'architecture initiale telle qu'elle était prévue, c'était ça. C'était on duplique, on duplique, on duplique. On a au moins 6 modules pour le premier équipage, et après, on étend de façon redondante la base. On a 2 capsules pour le système support vie, 2 capsules pour les stocks, et deux capsules ensuite pour l'habitat, qui est prolongé par 2 structures gonflables de 100 mètres carrés, recouvertes de régolithes, avec des rovers à l'extérieur. Et le déploiement de cette base automatisée doit se faire avant que l'équipage, le premier équipage, décolle. Il faut que tous les systèmes soient opérationnels. Voilà. Donc il faut encore quelques innovations sur le plan de la robotique et de l'automatisation de ces déploiements-là. Ce qui est intéressant aussi dans les différents schémas d'utilisation de matériaux extraplanétaires, c'est bien, il y a plusieurs enjeux. Vous avez déjà touché du doigt que la gestion des ressources in situ, l'ISRU, l'utilisation des ressources in situ est clé dans une mission où il faut qu'on voyage léger. C'est la différence entre le passage nord-ouest par Sir Franklin, qui est arrivé avec tout ce dont il avait besoin, avec un navire massif, avec des vivres, et tout ce dont il avait besoin pour faire son exploration, son expédition, et qui a été un échec malheureux, et qui n'était pas adapté justement à la vie terrestre sur ce passage nord dans lequel il était bloqué. Et les 128 membres de l'équipage ne sont jamais revenus. Il n'a pas voulu culturellement aussi s'inspirer des techniques de survie des Inuits. Et c'est exactement ça, c'était au milieu du 19e siècle, et c'est exactement l'inverse qu'Amundsen a fait pour réussir son expédition. C'est voyager léger, s'inspirer de toutes les techniques locales des Inuits. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Et bien l'idée de Mars One, mais aussi de Mars Direct depuis les années 90, de Robert Zubrin, c'est ça, c'est injecter de l'astuce dans les architectures missions vers Mars. Dans les années 50, Von Braun imaginait donc les hommes sur Mars dans les années 80, mais avec un projet assez pharaonique, avec toute une flotte de vaisseaux, 80 personnes dans chaque vaisseau, des systèmes de refueling en orbite. Ça nous rappelle un peu le projet d'Elon Musk d'ailleurs. Et le budget était colossal à l'époque, même affiné, il était de 800 milliards de dollars d'équivalent aujourd'hui, donc il était prohibitif, évidemment jamais voté par le budget. Mais jusqu'aux années 90, étonnamment, c'est cette architecture de Von Braun qui a été reprise à chaque fois dans les rapports de la NASA, jusqu'au rapport des 90 jours des années 90. Et donc, quand vous êtes une agence spatiale, vous dépendez de décisions politiques qui votent les budgets. Et donc, évidemment, si un politique voit qu'on a un horizon de 30 ans et un budget colossal, alors qu'il a à défendre autre chose très concrètement et à beaucoup plus court terme, ça ne passe pas. Et c'est ce qui fait qu'on a cet horizon de 30 ans qui a glissé depuis les années 50 jusqu'à il y a très peu de temps. Là, on voit un regain d'intérêt par ce qui se passe dans l'émergence du spatial privé,
qui est l'actuelle locomotive, la force de traction aujourd'hui, parce que justement on avait non seulement des budgets assez colossaux et puis un horizon de 30 ans. Donc il y a eu beaucoup d'astuces qui ont été injectées dans les architectures mission, basées notamment sur Mars Direct, la Mars Society, qui utilisent les ressources in situ pour produire en 500 jours les ergols dont on a besoin pour le retour, qui utilisent l'aérofreinage ou l'aérocapture, qui fait des choix d'ergols adaptés justement à l'ISRU, etc. Et on a des missions beaucoup plus austères mais réalisables, qu'on peut chiffrer à 50 milliards de dollars, hein, sachant que les enveloppes dans le spatial, elles gonflent, mais qu'on peut, voilà, c'est pas les 800 milliards du départ, et c'est acceptable sur un projet de 20 ans. Quand vous voyez le budget de l'ISS ou la navette spatiale, on est tout à fait dans les clous. Mars One se dit, bah ouais, mais si on se prépare maintenant pour dans 15-20 ans, qui est un horizon peut-être plus acceptable en logique privée pour les investisseurs, bah, il faut se centrer sur une architecture basse permanente. Ce qui ne veut pas dire que le retour est interdit, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas dans la feuille de route. Il y a des défenseurs du Mars to Stay ou du Strive to Stay depuis les années 90, officieusement, discuté un peu plus officiellement depuis peu, parce que, évidemment, en logique froide, si vous balayez, on ne peut pas le faire, la psychologie ou l'éthique d'un revers de main. Le plus dangereux après l'EDL, c'est de redécoller depuis Mars. Il y a des tas d'inconnus sur la réadaptation à 1G après 0G puis 0,38G de façon prolongée sur 1000 jours. Il y a donc ces problématiques. Et puis, il ne s'agit pas de faire une mission plantée de drapeau en opposition avec un mois sur place, mais bien une mission constructive. Donc, il y a des partisans du Mars to Stay. Ok, mais même ceux-là, et ceux qui envisagent de partir, on peut envisager, on peut être prêt à être prêt, mais de là à être dans son vaisseau, sur ces explosifs que sont le premier étage, prêt à partir, il y a une différence entre ce qu'on imagine, ce qu'on intellectualise, ce qu'on défend en logique froide, et ce qu'on éprouve. D'accord ? Donc on peut être persuadé qu'on est prêt et ne pas l'être le jour J, évidemment. D'accord ? Parce qu'il y a une différence entre éprouver tout ça. Et donc, il y a des plus modérés aussi, dont je fais partie, qui pensent que ces projets-là s'articulent très bien avec d'autres projets. C'est-à-dire que, évidemment, qu'Elon Musk dépend moins de Mars One que Mars One pourrait dépendre de SpaceX. Mais Elon Musk, avant de mener sa plaque tournante et sa navette interplanétaire, il a besoin de déployer de façon automatique la base sur Mars, mais il a besoin aussi d'équipages qui commencent à travailler sur ce déploiement-là de façon précoce. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être voir les choses de façon un peu plus complexe et évolutive. C'est que on peut tout à fait imaginer que si on a des équipages qui s'entraînent depuis 10, 15, 20 ans à tout ce qui est important et relevant dans une mission habitée vers Mars, puisse être des équipages intéressants à faire voler par SpaceX au tout début de la mise en place de son système. Et donc, évidemment, d'un système qui est en architecture aller-retour. Dans les habitats prometteurs, donc c'est pareil sur la Lune. Il y a le projet Regolite, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous imaginez que l'impression 3D, le 3D printing, l'additive manufacturing est intéressant, évidemment, en termes de matériaux, parce que, alors si on parle de l'habitat, mais c'est pareil aussi au niveau médical et chirurgical, mais si on parle de l'habitat, il y a un test qui est fait là par l'ESA et une équipe, le projet Regolite. On fait des briques avec un four solaire à partir de régolithes lunaires ou de régolithes martiens, riches en oxyde de fer. On le fait chauffer avec une grosse imprimante 3D solaire. Okay, et donc ça, c'est le but, c'est le projet autour du village lunaire. C'est clairement ce qu'on... Plutôt qu'emporter toutes les briques dont on a besoin, vous imaginez, sur la Lune ou sur Mars, tout ce qui peut être produit sur place, c'est pertinent avec les contraintes massiques du spatial. Donc on imagine évidemment éventuellement des habitats où on construit des briques à partir du régolithe. Et puis pour le système support-vie, l'oxygène, l'eau dont on a besoin, le système pour se débarrasser du CO2, dépend aussi pas mal du processing du régolithe. Hein. Voilà. Et puis il y a aussi des architectures intéressantes autour d'habitats avec un habitat gonflable et autour de la glace. Voilà, puisque ça peut être intéressant en termes de protection des radiations et également pour le système de support-vie.
Voilà, donc je vais devoir accélérer parce que je suis toujours un peu bavard et long. Le reste, on va peut-être le discuter sous forme de questions. Donc je vais terminer simplement par cette diapo. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une mission habitée spatiale, et en particulier vers Mars? C'est clairement des spin-offs, une pluie de spin-offs, puisque pour apprendre à vivre sur notre planète, eh bien, il faut optimiser la gestion des ressources, la gestion énergétique, la question de la protection environnementale, et notamment pour les recherches en exobiologie, est primordiale. La télémédecine, les télécommunications, en plus en mode dégradé. Donc, on voit bien toutes les applications qu'on peut avoir dans des zones de désastre ou des zones très reculées, très isolées sur Terre. Et vous savez que le plus intéressant en fait, dans la science, c'est la sérendipité, c'est-à-dire trouver des nouvelles applications de choses qu'on ne cherchait pas initialement grâce à la créativité, l'ingéniosité des scientifiques. L'effet perspective est tout aussi important sur le plan psychologique. Il ne s'agit pas d'injecter quelques hommes et femmes dans l'espace, mais d'introduire une nouvelle dimension à l'immensité de l'humanité sur Terre et de nous faire changer de perspective, dans une prise de conscience élargie. C'est la meilleure façon de coopérer ensemble, d'ailleurs, autour de la protection planétaire. Et c'est l'overview effect qui a été décrit chez tous les astronautes. Quand ils ont vu cette image d'Apollo 8 du lever de Terre, mais quand ils voient de leurs yeux la planète dans le vide spatial, la beauté de cette planète et la fine couche, la fine surface qu'on a, qui abrite la majorité de la vie, on prend tout d'un coup, et de façon éprouvée, la mesure de l'urgence de la protection de notre environnement et de la protection planétaire. Et on s'en fait l'avocat quand on retombe sur Terre et qu'on partage son expérience. Donc ça, c'est un effet psychologique qui a été très bien décrit. Et l'effet Apollo, voilà, vous en êtes aussi prenant des exemples, on a vu qu'il y avait de façon mesurable une progression du produit intérieur brut aux États-Unis après la mission Apollo, parce qu'on avait un engouement des jeunes générations pour l'ingénierie et la science. En général, je vous remercie beaucoup pour votre attention très sage en fin de journée. Comme ça sera la discussion qu'on pourra avoir. C'est qu'il y a même des projets d'hôtels gonflables en orbite basse terrestre ou cislunaire, Bigelow, dont le premier module a été testé dans l'ISS. Les vols suborbitaux, on va pouvoir en parler. Donc je termine simplement là-dessus. Ce changement de perspective, c'est un peu... Finalement, je vous parlais de l'ikigai, l'idéal de vie que j'ai un peu derrière la tête, c'est voilà, ouverture sur un monde grandi, regarder plus loin que ce que nous avons et voir plus près de ce que nous sommes. C'est un peu ma façon de voir les choses et je suis ravi d'avoir pu le partager un petit peu avec vous. Et je suis ravi de répondre à toutes vos questions. Toutes les questions que vous pouvez vous poser ensemble ou en petit comité juste derrière. Et on a planté 100 arbres de plus grâce à cette conférence et l'initiative magnifique de Speaker for Earth qui permet à chaque fois qu'on fait une conférence de planter des arbres, voilà, concrètement. Je vous remercie beaucoup et je réponds à toutes les questions qui vous passent par la tête. Merci beaucoup. Alors, c'est une question passionnante. Il se trouve qu'on a tendance à penser linéaire. Nous, les êtres humains, on a tendance à penser linéaire et la technologie, finalement, nous montre que c'est exponentiel. Et qu'on a en plus non seulement une courbe exponentielle, mais on a des bonds de rupture dans les progrès, et les progrès qui sont en général pas attendus. C'est souvent l'inattendu qui nous arrive et le futur est souvent très invraisemblable. Donc ça, c'est passionnant, mais du coup, se projeter à 50 ans, c'est difficile. Et on sait très bien que le progrès n'est pas univoque, il y a des allers, retours, il y a de nouvelles questions qui surgissent. Et donc, je suis bien incapable, mais finalement à l'aise dans un monde fluide et mouvant, pour répondre à cette question-là. Ce que je pense par contre, en tant que médecin, c'est que cette courbe exponentielle qui nous conduirait peut-être à l'intelligence artificielle forte, à la singularité, c'est la philosophie de certains, finalement dans une philosophie
matérialise, c'est-à-dire de la complexité émergent de nouvelles propriétés. Je pense qu'on a plus affaire à des courbes sigmoïdes. C'est ce qu'on voit en biologie tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui ressemble à de l'exponentielle, et puis à un moment, pouf, ça sature, et on freine un petit peu. Et c'est juste un avis personnel, c'est que je pense qu'on pense linéaire un peu trop, qu'il faut plus penser exponentiel, mais que ce n'est pas une courbe exponentielle pure, et qu'on a du sigmoïde dans l'histoire, et qu'on va avoir des marches d'escalier qui nous permettent de nous élever, puisque c'est le thème de la soirée. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre question. Nécessaire, pas forcément. Complémentaire, oui, certainement. Notamment pour spécifier, qualifier tout un tas de systèmes dont on a besoin justement pour une base sur Mars qui est en effet un peu moins accessible. Alors, en propulsion chimique classique, on est à 6 à 9 mois de voyage, donc on n'a pas besoin de système de propulsion avancé pour envisager d'aller sur Mars. Ce serait mieux, ça résoudrait un certain nombre de problèmes. Mais on n'a pas besoin, par exemple, du Vasimre de Changdias avec une source énergétique thermonucléaire importante, puisqu'on sait déjà vivre 6 mois, 9 mois, 1 an dans l'espace. Ce serait mieux, évidemment, de faire le voyage en 39 jours, mais on n'en a pas forcément un impératif, en tout cas au début de l'exploration habitée. Pour ce qui est de la Lune, il y a des choses assez intéressantes, notamment l'hélium 3, on parle de la fusion, on parle des Chinois tout récemment qui ont réussi à monter à 100 millions de pendant 10 secondes et s'approcher des capacités de fusion nucléaire, ce qui ouvre des perspectives en termes énergétiques majeures. Et qu'on sait que le vent solaire dépose énormément d'hélium 3. On a nettement besoin pour la fusion nucléaire sur la Lune. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'eau sur la Lune, sous forme de glace, et que apprendre à utiliser, processer le régolithe lunaire et en extraire l'eau, c'est une technologie dont on a très clairement besoin pour notre projet d'exploration habitée vers Mars. C'est très complémentaire. Il y a des partisans du tout lunaire, du tout martien, des deux. Le problème, en fait, dans un programme spatial, c'est la compétition éventuelle qu'il peut y avoir entre un programme lunaire qui nécessite des enveloppes, un programme martien qui en nécessite d'autres, et on n'a pas des ressources illimitées. Donc, même si on parle beaucoup de l'exploration habitée vers Mars, Journey to Mars de la NASA, peut-être qu'en fait, les agences spatiales sont en train de se centrer beaucoup sur la Lune, ce qui retarde encore beaucoup les perspectives martiennes. On pourrait se dire, quelle est l'urgence, encore une fois, sur le plan cosmologique? Aucune. Et on pourrait laisser ça aux générations suivantes, mais je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant et arrêter de laisser des choses à faire aux générations suivantes. Elles auront bien à faire de toute façon, et tout ce qu'on peut faire le plus tôt possible. Je suis trop optimiste pour être un catastrophiste éclairé comme Elon Musk ou Stephen Hawking, mais en fait, eux sont persuadés que cette fenêtre technologique qui s'ouvre et qui nous permet d'envisager d'aller vivre avec ces restrictions grâce à notre ingéniosité sur une autre planète, est une fenêtre qui peut se fermer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Catastrophe induite par l'homme, qui a l'anthropocène, voilà, qui a un impact sur son environnement, ou pas, centaure géocroiseur, catastrophe naturelle, etc., ou un dialogue entre les deux. Mais ils sont persuadés, de façon peut-être anxieuse, que cette fenêtre, ça s'ouvre et elle peut se refermer plus vite qu'on ne le croit, et qu'il faudrait peut-être apprendre à vivre dès à présent sur une autre planète et se donner les moyens. Et c'est un peu comme ça que Elon Musk avance aussi vite, d'ailleurs, dans cette urgence relative mais ressentie. En tout cas, la Lune, oui, l'exploration et une base permanente et un village lunaire, c'est très complémentaire de ce qu'on pourrait faire sur Mars. Il ne faudrait simplement pas que les deux rentrent en compétition, en fait, et retardent l'exploration de Mars, qui reste quand même plus intéressante sur le plan scientifique, technologique, philosophique probablement que la Lune. Bonsoir.
Je vois pas de quoi tu parles. Tu crois qu'il peut y avoir des problèmes? Oui. Oui. Oui, alors c'est une autre solution, tu vois, je te parlais de la solution envisagée par Mars One Kit. Bon, bah, il y a peut-être dans les 7 milliards et demi d'humains certains équipages qui sont câblés pour faire ça, tu vois, qui ressemblent plus à des moines de l'espace qu'à des Space Cowboys ou à des Touaregs, par exemple. Allons les chercher, entraînons-les, etc. Il y a une deuxième solution, en effet, pour un certain nombre de problématiques physiologiques et psychologiques d'un voyage vers Mars, ou même un voyage encore plus... C'est encore plus prégnant pour des voyages plus lointains, évidemment, mais qui nécessitent des propulsions avancées, parce que Proxima du Centaure, c'est 80 000 ans en propulsion chimique classique, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, l'hibernation est sérieusement aujourd'hui traitée par des médecins, des physiologistes. On est encore très loin d'être opérationnel et il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment sur les systèmes de déshibernation d'urgence. Il y avait un film intéressant il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et donc ça pose d'autres problèmes psychologiques d'ailleurs. Mais en effet, la gravité artificielle avec deux systèmes en rotation, plutôt qu'un énorme vaisseau, mais un câble adapté à l'espace en rotation, etc., qui reproduit un jet pour ne pas avoir de gradient tête-pied, et l'hibernation et la propulsion chimique, pas la propulsion chimique, mais la propulsion avancée, sont clairement trois leviers d'exploration spatiale lointaine et avec une perspective encore plus lointaine. Je vois que tu vois très très loin pour le futur de l'exploration spatiale. Et il n'est pas obligatoire et nécessaire pour du Mars, au-delà bien sûr. Un petit comité, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.